Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, c'était la finale de la Coupe du Monde et on a eu le verdict. L'Argentine est championne du monde et ils ont battu la France au tir au but. Franchement, qu'est-ce qu'on peut dire de cette finale? Est-ce que c'est pas tout simplement l'une des plus belles finales qu'on ait eues? Est-ce que c'est pas tout simplement la plus belle finale de Coupe du Monde de l'histoire pour le moment? Parce que l'histoire s'écrit toujours, mais quand même, jusqu'à présent, est-ce qu'on a déjà vécu une finale où les gens qui ont vécu avant moi les finales des années 70-80, est-ce qu'on a déjà vécu une finale aussi palpitante, aussi enrichissante en termes de suspense? Parce que franchement, aujourd'hui, on a eu une équipe joueuse pendant 70 minutes et une équipe qui vraiment qui a pris, au fait, c'est comme un diesel, ça a pris du temps à démarrer. Et franchement, la fin de la rencontre était palpitante des deux côtés. Déjà, dès le début du match, moi, j'avais déjà pronostiqué. Mes trois derniers pronostics, c'est trois bons pronostics, trois sur trois. Je suis fier de moi. Mais franchement, quand on aime le football, on sait très bien que là, c'était visible. L'Argentine allait pour être championne du monde. Parce que l'Argentine a le mental et quelque chose que la France n'a pas. L'Argentine a une équipe compétitive, mais qui s'est construite sur les 4 dernières années, c'est-à-dire de 2018 à 2022, tandis que la France, elle reposait son jeu sur son équipe championne du monde de 2018, certes qui est arrivée compétitive en 2022, mais avec énormément de blessés, dont Christopher Nkunku, qui pour moi les derniers matchs avant la Coupe du Monde étaient presque essentiels au style de jeu de Didier Deschamps. Moussa Diaby qui n'a pas été sélectionné, Ben Yedder qui n'a pas été sélectionné, Paul Pogba qui est blessé, Presnel Kipembe qui est blessé, N'Golo Kanté qui est blessé. Et n'oublions pas qu'il y a 4 ans, ces deux équipes se sont affrontées en Coupe du Monde en quart de finale et la France a éliminé l'Argentine 4-3. Donc, dans un match aussi qui était palpitant, on a tous connu cette rencontre où Agüero rate de peu et que Pavard nous met une reprise qu'il met chaque 20 ans. Donc franchement, je savais que ce match allait être enrichissant. Mais je ne m'attendais pas à ce que l'Argentine prenne en main le match dès la première mi-temps. Et on voit que dès le début du match, les Argentins au mental, ils étaient là. Et ça se voyait. Ils étaient là, ils avaient la rage, ils voulaient gagner. Cette Coupe du Monde-là, elle était pour eux. Ils ne voulaient pas la lâcher. Maintenant, la France, ils savent qu'ils sont compétitifs. Ils savent qu'ils ont survécu à 2 matchs précédents. Donc, ils viennent, ils savent qu'ils vont devoir déjà jauger l'adversaire et de voir comment on peut trouver les failles. Mais l'Argentine, comme je vous dis, avec son 4-4-2 et sa ligne de milieu de terrain qui est formée que de milieu de terrain centraux, c'est pas aussi facile à jauger. Et en essayant de trouver des failles, ben, tu encaisses 2 buts. À la longue, on voit que le pressing que mettent les milieux argentins et en plus l'ajout de Di Maria à cela apporte une dynamique auquel la France ne s'y attendait pas. Parce que les derniers matchs, Di Maria ne jouait pas. Et Di Maria, on sait tous que dans les grands matchs, il a cette capacité à se dédoubler et à se trouver et à amener son équipe à un niveau auquel non, on ne s'attendait pas à ça. Donc franchement, on a eu une équipe d'Argentine en première mi-temps qui était très réaliste. Le penalty pour Messi en première période, la faute sur Di Maria, je ne dis pas qu'il n'y a pas faute, mais en finale de Coupe du Monde, je sais que tout se siffle, mais est-ce que à ce moment-là du match, est-ce que parce que là, il y a faute, il y a contact, mais est-ce que c'est volontaire? Mais contact ou pas, penalty. Mais à mon avis, moi, je ne juge pas qu'il y ait penalty parce que ça arrive. Il y a contact, effectivement. Mais bon, ça c'est une décision arbitrale et on sait tous que l'arbitre, voilà, sa décision est irrévocable. Donc voilà. Maintenant, suite au but, les Argentins ont pris le match en main et ils voulaient en marquer un deuxième. Et c'est ce qui est arrivé. En restant bas, comme ils ont fait face à la Croatie, en prenant la France par contre-attaque. Et c'est ce qui s'est passé sur le deuxième but, sur la passe d'Alvarez sur Di Maria.
on a vu que c'était une Argentine qui se projetait vite, beaucoup plus vite que face à la Croatie, parce que maintenant il n'y a pas que Alvarez et Messi, il y a aussi Di Maria qui d'habitude joue à droite, aujourd'hui qui joue à gauche. C'est pour vous montrer que même De Paul, on ne veut pas enlever De Paul, on veut le laisser sur le milieu de terrain pour qu'il puisse continuer à faire son pressing comme il a l'habitude de le faire. Maintenant, à 2-0, moi je regarde une France, mais une France inoffensive. Et face à des blocs aussi bas, et ça a été la même chose par rapport au Maroc quand ils ont joué en 4-1-4-1, quand ils ont retrouvé leur système. Giroud est introuvable. Et Dembélé n'arrive pas à faire la différence parce que le bloc est trop bas. Et vu que Dembélé recule beaucoup pour aider Jules Koundé sur ses replis défensifs, euh, il sort de trop bas et Di Maria a le temps de couper son élan. Donc il n'arrive pas à aller au face-à-face avec Tagliafico tout le match, toute la première période. Dembélé n'arrive pas à faire la différence parce que Di Maria est là pour couper l'élan de Dembélé. Quand je vous dis, le staff de l'Argentine, ils nous ont impressionnés par une chose, c'est la lecture du jeu des joueurs argentins et on voit à quel point ils arrivent à contrer les équipes qui jouent. Et franchement, c'était beau. Parce que, certes, Dembélé recule, mais quand Dembélé doit aller au contre, Dembélé doit avoir son couloir habituellement. Mais là, il se retrouve face à un Di Maria qui le gêne. Et quand il essaie de rentrer, ben, il y a déjà un autre Argentin. Je ne me trompe pas si c'est Enzo Fernandez, si je ne me trompe pas bien, McAllister, qui vient couper, donc il n'arrive pas à trouver, et c'est pour ça que dès la 45 minutes de jeu, on trouve Giroud et Dembélé sur le banc. Maintenant, la montée de Kolo Muani, je pense qu'il joue une superbe finale de Coupe du Monde. La rentrée de Kolo Muani, on trouve un petit peu plus de dynamisme. Maintenant, est-ce que c'était ce qu'il fallait faire? Je pense pas, parce que Giroud, on sait tous que Giroud, quand tu peux, Giroud, c'est l'attaquant type, le 9 type. C'est-à-dire que tu ne vas pas le trouver 50 fois dans une rencontre, mais quand tu vas le trouver, tu vas le trouver. Et je pense que Didier Deschamps avait trop peur d'encaisser un troisième but et il voulait amener un petit peu plus de dynamisme pour faire reculer les Argentins. Mais les Argentins étaient déjà assez bas. Comment tu veux faire reculer un bloc bas? C'était incompréhensible. Maintenant, et c'est pour ça qu'à la 70e, il y a un tweet où, je vais le montrer maintenant, il y a un tweet où les gars disent, à la 70e minute de jeu, 0 tir pour l'équipe de France. Là, je pense que même les Français eux-mêmes, ils se sont dit, bon, écoute, on laisse tomber, on a tout essayé, mais ça passe pas. Mais comme je vous l'ai dit, le football, c'est 11 contre 11. Mais il y a les individualités. Et comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente, individuellement parlant, la France est supérieure à l'Argentine, mais collectivement parlant, l'Argentine est supérieure à la France. Parce que l'Argentine est portée par une individualité et l'individualité porte le collectif. Tandis que de l'autre côté, c'est des individualités qui portent une équipe. C'est-à-dire, c'est des fulgurances de Kylian Mbappé, des fulgurances de Ousmane Dembélé, des fulgurances des buts vraiment limite d'Olivier Giroud, mais le collectif, c'est-à-dire le jeu collectif, n'existait pas trop dans cette équipe de France. Et on sait tous que c'est comme ça que joue la France. Et c'est pour ça qu'on dit toujours, c'est pas le beau football qui gagne, mais c'est le football le plus réaliste et le plus efficace. Et c'est pour ça que ces deux équipes qui font la finale, pour moi, je ne suis pas surpris. Ce sont les deux équipes qui arrivent à maximiser leur réalisme, leur niveau de réalisme. C'est-à-dire des équipes qui jouent au football et qui ne jouent pas le plus beau football, mais qui jouent au football pour gagner. Ils ne jouent pas au football pour plaire aux gens, ils jouent au football pour gagner. Parce qu'il y a plaire aux gens et il y a gagner. Et pour cela, il y a deux équipes qui sont vraiment atypiques de ça. Il y a la Hollande des années 70, il y a la Hollande des années 70 avec Johan Cruyff, il y a le Brésil de Socrates en 2002 et il y a l'Argentine de Diego Simeone, de Batistuta en 2002. Non, il y a... Et pour prouver que le beau jeu ne remporte pas toujours des coupes, il y a trois équipes qui sont vraiment atypiques. Il y a l'équipe de la Hollande des années 70, il y a l'équipe de la Hollande aussi des années 90, il y a l'équipe du Brésil des années 82 et il y a aussi l'Argentine des années 2000. Donc, début des années 2000. 2002, 2007, 2006, c'était l'époque où l'Argentine avait le beau football, mais il n'arrivait pas à concrétiser. Le beau football ne gagne pas forcément. Le football efficace, oui. Le beau football, non. Donc, forcément, moi, je dis, très beau match des deux côtés.
On termine une Coupe du Monde avec triplé d'Mbappé, doublé de Messi. Quand même, c'est beau. Mbappé qui finit meilleur buteur de la compétition, Messi qui finit meilleur joueur de la compétition et premier buteur avec Mbappé. Euh, Moi, je l'ai dit, je l'avais déjà dit, si ça va au penalty, c'est l'Argentine qui gagne. Parce que les fans de l'Argentine, ils savent. Ils savent. La Copa América, ils l'ont gagné comme ça. Ils l'ont gagné au mental. Argentine-Colombie, c'est l'un des pires matchs de foot que j'ai vu de ma vie. Mais franchement, la manière dont le gardien, là, Martinez, rentre dans la tête des attaquants, c'est exceptionnel. Et c'est une chose qu'il faut souligner avec les Argentins, c'est qu'ils ont un gardien qui impose. Ils ont un gardien imposant. Moi, j'ai connu les Abonanziri, les Armani, les Romero. Là, ils ont finalement un gardien qui prend de la place. Un gardien que quand il est dans les buts, il te fait peur. Il te gêne. Il est là, il est gênant. Et ça, c'est vu. Sur le penalty de Tchouaméni, il prend la balle, il la jette. Il prend un carton parce qu'il va provoquer le joueur. Il veut parler, il veut entrer dans la tête du joueur. Et c'est pour ça que tu vois Koulibaly, là, c'est quand le gardien rentre dans ta tête, tu fais quelque chose de simple, tu mets le penalty directement au milieu. Parce qu'il va plonger. Et il sait que il va dire, ok, il va essayer de tirer, mais là, si toi, tu es solide dans ta tête, tu tires au milieu. Malheureusement, Coman tire un penalty trop faible et Tchouaméni essaie trop de croiser. Tandis que peut-être une bonne frappe au milieu du but, peut-être ça lui aurait fait un petit peu réfléchir sur son intimidation face à la France. Donc, franchement, une équipe argentine efficace, efficace, réaliste. Mais j'aimerais juste souligner une chose par rapport à l'Argentine. Ils avaient le match en main. Mais est-ce que c'était nécessaire de rentrer Acuna? Parce que dès qu'il rentre Acuna, on voit qu'il veut gérer, on voit qu'il veut fermer le match. Maintenant, en rentrant Acuna, tu perds une explosivité parce que tu sors Di Maria, tu montes Acuna qui est un défenseur de base. Tu à quoi tu t'attends? Parce que la France, c'est une finale de Coupe du Monde. Ça se joue jusqu'à 90 minutes. Je peux comprendre que tu veux gérer, mais il y a un niveau, il y a un moment dans le match où il faut gérer. Quand tu montes à Cunha à la 70e, il y a 20 minutes où la France peut maximiser ces occasions. Et qu'est-ce qui s'est passé? Penalty pour Mbappé, bim, un deuxième but, reprise, bim, 2-2. Et puis, voilà, ça part. Ensuite, dans les prolongations, la France essaie de pousser devant. À la fin, je pense que Didier Deschamps a un petit peu oublié son travail défensif qu'ils ont fait tout le match en essayant de contrer les comptes de l'Argentine, où les défenseurs centraux sont épuisés. Il ne fait rentrer que des attaquants. À la fin, ça passe. Ça finit comment? Prolongation, ça fait que on arrive sur une Argentine maintenant qui essaie de pousser, et qui trouve sur une combinaison de génie un jeu en triangle de l'Amérique du Sud, où il trouve l'ouverture avec la montée de Lautaro Martinez. Ils arrivent à marquer un but. 3-2. Allez tuer le match, les gars. Allez tuer le match. Ils sont en train de laisser couler le temps sur le côté. Je peux comprendre qu'il y a la fatigue, etc., qu'il n'y a plus de gaz dans le tank. Mais quand même, la France à 3-2, 15 minutes avant la fin de la rencontre, dans le temps additionnel. Donc franchement, il y avait moyen pour que l'Argentine tue le match dès la prolongation. Ils sont là à faire de faire des je sais pas quoi sur le côté. Ok, ça passe. Maintenant, quand la France récupère la balle, ne t'étonne pas à ce qu'ils aillent marquer un but parce que eux, ils savent qu'ils ont 15 minutes encore pour maximiser. On sort Varane, on sort Jules Koundé, on fait monter les défenseurs, on apporte un petit peu, on rafraîchit un petit peu cette défense et on continue notre attaque. Et qu'est-ce qui s'est passé? 3-3. 3-3. Et franchement, la France est passée à ça de gagner encore 4-3 sur la passe de Mbappé. Il y a deux actions. Il y a le coup de tête de Kolo Muani sur le centre de Kiki qui rate et il y a la reprise à la dernière seconde de Kolo Muani qui essaie de chercher l'angle, on va dire le ras du poteau, mais le gardien fait, comme je dis, est imposant et il fait l'arrêt qu'il faut au bon moment. Donc, comme je vous dis, l'Argentine était partie pour et que là, c'est mérité. Franchement, bravo aux Argentins.
Il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. Je pense que là, c'est une réaction à chaud. On va regarder certaines choses, regarder les réactions, et ensuite, on refera une autre vidéo pour parler de cette équipe d'Argentine sur cette Coupe du Monde et tout ce qu'ils ont fait pour arriver à ce résultat-là où ils sont finalement champions du monde. Donc, de 86 à 2022, ça a pris énormément de temps pour qu'ils remportent une autre Coupe du Monde. Maintenant, on peut dire que l'Argentine a ses 3 étoiles. Mario Kempes, la première étoile. Diego Maradona, la deuxième étoile. La troisième étoile, c'est Lionel Messi. Donc là, franchement, ils ont fait ce que beaucoup de gens attendaient d'eux. Finalement, l'Argentine, pour moi, dès le début de la compétition, ils étaient favoris. Déjà, le résultat face à l'Arabie Saoudite, c'était surprenant. Quand je vois l'Arabie gagner, et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est par un excès de confiance où ils viennent, où ils pensent que ça va être trop facile? Et voilà, ils arrivent à faire les changements qu'il faut. Ils arrivent à intégrer les joueurs à l'équipe. Et ils arrivent à contrer les adversaires au fur et à mesure. Et franchement, bravo. Superbe match, superbe rencontre, réaction à chaud. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. On se retrouve très bientôt. On va reparler de cette finale plus en détail, mais pour le moment, c'était une réaction à chaud. Merci de m'avoir écouté. C'est un plaisir de faire cette vidéo pour vous. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.